Bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival de la librairie Un Point un Trait, une émission de la librairie en partenariat avec Radio Lodève. Après plusieurs ouvrages parus d'abord aux éditions Rivage, La Terre sous les ongles et La peau et l'écorce, vous avez publié chez Actes Sud Altmore, Alabama et est paru chez Actes Sud en ce début d'année Dolores ou Le ventre des chiens. Alexandre Civico, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quel est le synopsis de ce roman, Dolores ? Ou Le ventre des chiens. Exactement. Alors, on va faire bref. C'est donc l'histoire le roman s'ouvre sur l'arrestation d'une femme, Dolores Leal Mayor. Elle est arrêtée suite à l'assassinat d'une dizaine d'hommes qu'elle a tués après les avoir séduits. Des hommes qui sont plutôt des hommes puissants, fortunés. Voilà. Donc elle est mise en prison et on lui envoie un psychiatre pour faire son expertise. Cependant, Dolores, elle a fait des émules. D'autres femmes se sont mises comme elle, à tuer des types fortunés. Et du coup, en fait, le psychiatre est envoyé non pas pour faire une vraie expertise psychiatrique, mais bien pour diagnostiquer Dolores comme folle, irresponsable, enfin tout ce qui pourra permettre d'éviter le procès pour ne pas accréditer encore plus le statut d'icône de Dolores. C'est bon ? C'est pas mal. Votre livre donc commence par l'arrestation de Dolores, du coupable, donc l'enquête n'a absolument aucun intérêt. Vos personnages... Il n'y en a pas. Donc vos personnages, Dolores et Antoine, se font miroir et l'un comme l'autre constatent avec cynisme l'injustice de la société qui les entoure. Elle, tueuse, lui, alcoolique, cocaïnomane. Moi, j'arrive bien à le dire. C'est pas... c'est bien. Allez-y, refaites-le encore une fois. Cocaïnomane. Yes. Donc, en quoi sont-ils le reflet de notre société ? Waouh. Je reviens. C'est gentil. En fait, ce sont effectivement deux personnages qui sont mis en regard, qui sont deux reflets de l'exaspération vis-à-vis de la société dans laquelle on vit, qui sont deux reflets de l'exaspération devant les écrasements que nous fait vivre cette société. Donc, d'un côté, il y en a un qui a complètement abandonné, qui ne supporte pas le monde dans lequel il vit, c'est Antoine, donc le psychiatre, mais qui qui est devenu un type extrêmement cynique, très individualiste, et puis totalement autodestructeur en fait, par l'alcool, la cocaïne, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, on a Dolores qui elle, c'est une réaction. C'est une réaction physique en fait. C'est le corps qui explose à un moment, le corps qui n'en peut plus et qui donc finit par agir. Et donc elle va tuer des hommes. Et en fait c'est vraiment le point d'exaspération. Elle représente un peu ça, Dolores, c'est-à-dire le point d'exaspération des individus aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, poussé à son paroxysme. Et voilà, il y a le passage à l'acte. Alors vous décrivez la coupable Dolores. Alors, fille d'une mère frappée d'Alzheimer, d'un père inexistant et la petite fille d'un héros de la résistance espagnole. Et les héros sont des ordures comme les autres, dit-elle. Dès le départ, vous destituez la figure du héros. Peut-il y avoir des combats sans héros ? Alors, c'est une vraie question. Et moi, c'est un vrai problème pour moi. Je cite souvent, parce que c'est Brecht qui écrit dans La vie de Galilée, malheureux le pays qui a besoin de héros. Je sais pas, il y a un prof de français là-bas qui pourrait me dire, c'est bien ça, superbe. Bravo. Et je n'aime pas les héros. Et d'ailleurs, dans mes bouquins, il n'y a jamais de héros. C'est toujours des losers ou des gens écrasés ou des gens qui vont très très mal. Parce que, en fait, j'aime pas cette incarnation. Je n'aime pas qu'on ait besoin d'un chef. J'aime pas qu'on ait besoin d'un père. Je trouve qu'on se trompe. Il y a la question de la révolution qui se pose dans ce roman-là. Une révolution, si elle est incarnée par un seul individu, elle peut pas fonctionner à mon sens. Il faut que la figure du héros, elle va probablement, masquer le combat. Elle va escamoter le combat. Et en fait, on va faire pour le héros et pas pour le combat. Et donc,
Moi, le héros, c'est un vrai problème. Enfin, je veux dire, c'est presque une question de l'ordre de qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que la Ve République, par exemple, qu'est-ce que c'est que... Rien à voir avec l'actualité. Rien à voir avec l'actualité, mais bon. Et Antoine dit de Dolorès qu'elle est une idée. Est-elle un symbole? Pardon, je suis désolé, c'était ma fille. Non, c'était pour avoir... Il faut lui répondre vite. Non, je ne vais pas répondre à ma fille. Donc, Antoine dit de Dolorès qu'elle est une idée. Est-elle un symbole? Pour ceux qui suivent, c'est page 117. Oui. Ouvrez vos manuels à la page 117. Antoine la voit comme ça, comme une idée, comme un symbole. De fait, elle incarne quelque chose pour tout un tas de femmes. Mais elle ne se voit pas du tout comme ça. Dolorès réfute justement ce statut d'icône, ce statut de symbole. C'est une démarche complètement individuelle et finalement, voilà, c'est Antoine qui va projeter cette notion sur elle, que c'est une idée, qu'elle est devenue un symbole. Mais Dolorès le vit pas du tout. Elle le dit même à plusieurs reprises. Elle ne veut pas de ce statut d'icône. Ça ne l'intéresse pas du tout. Sa démarche est complètement personnelle. C'est encore une fois, comme je disais, c'est son corps qui a réagi, c'est son corps qui s'est mis en marche, ne voulant entraîner personne d'autre qu'elle. Alors ça fait écho à Pedro, qui est aussi un personnage qui aide Dolorès, et lui trouve en elle un nouveau combat. Il ne peut imaginer de combat sans cause. Il dit que les années de vie gagnées sont des années de perdues dans les mémoires. Est-ce une façon de dire que les causes deviennent perdues avec l'âge, ou est-ce une notion de nostalgie? Pour recadrer peut-être Pedro d'abord. Alors quel est le Pedro, c'est un personnage? personnage qui est très nostalgique en fait. C'est un personnage qui est prêtre, franciscain, qui a été des combats anti-franquistes pendant les années 60-70, enfin jusqu'à la mort de Franco. Il a toute sa vie attendu la révolution, et puis elle n'est jamais arrivée. Il a accompagné le grand-père de Dolorès, qui est lui figure de héros de la résistance. Donc absolument. Il y a ça, oui, et donc pareil, Dolorès c'est vraiment une projection pour plein de monde, et c'est aussi une projection pour Pedro qui là, il voit cette figure et il voit l'étincelle possible. Il se dit en fait, on va buter les bourgeois comme ça. C'est les femmes qui vont buter les bourgeois. Et pour lui, c'est un réel espoir. Mais c'est toujours, dans ce livre, tout rate et tout a raté, en gros, quand même. Et pour Pedro, c'est une espèce d'aveuglement, mais il a presque même conscience de cet aveuglement. Il sait bien que la révolution n'arrivera pas. Il a juste envie d'y croire parce qu'il est au crépuscule de sa vie et qu'il faut que quelque chose se passe enfin. Est-ce que vous êtes d'accord pour lire une page ou quelques lignes? Oui, volontiers. Allez, soyons fous, faisons ça. Il a semblé vaguement irrité par mes propos. Il n'a rien dit, a redressé un peu les épaules et s'est éclairci la voix. Juste avant la séance, le juge m'a appelé pour m'apprendre le nom de votre 8e victime. Je pensais que j'avais pas besoin de la connaître, j'avais tort. Visiblement, vous avez été très coopérative au cours des derniers interrogatoires. Il a dit ça avec un drôle de doute dans les inflexions de sa voix. J'avais envie de leur dire, mon grand-père était un salaud. J'ai eu envie qu'ils sachent, alors j'ai raconté sa vieille grippe accrochée à la rampe de l'escalier, comme la pince d'un monstrueux crustacé, comment il a gravi les marches petit à petit, une à une, avec une lenteur prudente. Je leur ai raconté comment son pantalon bâillait, lamentable, comment, arrivé tout en haut, il s'est arrêté un instant pour reprendre son souffle, son visage tordu par l'effort. Il était le spectacle de la honte, pas la honte elle-même. Je leur ai raconté comment je l'ai poussé, de mes 2 mains, un geste sec contre sa poitrine, comment il a roulé jusqu'en bas, ses petits sanglots bouffons, puis le silence dans la maison, et les gémissements qui ont repris, faibles. Je leur ai dit comment j'ai dévalé l'escalier pour le retrouver, l'entendre murmurer des choses, articuler le mot « pompier », comment j'ai attrapé ses jambes, comme les bras d'une charrette, et j'ai remonté l'escalier. À chaque marche, sa tête cognait, faisait un bruit sourd, un boum trop feutré pour ma colère. Il n'avait pas la force de se débattre. Arrivé au sommet, je l'ai empoigné par les aisselles, les relevé. Ses jambes ne le tenaient plus. Il s'est accroché à la rampe. Je l'ai poussé. Alors la violence qui est sous-jacente pendant tout l'ouvrage, il y a aussi, page 108, un petit peu plus loin, sur la notion d'éducation, où les baffes étaient données facilement aux gamins, jusqu'à qu'on comprenne que ça ne sert à rien. Jusqu'où la rage de Dolorès est-elle la vôtre?
On en parlait hier soir, justement. Ouais, bah, c'est la même, en fait. C'est une autobiographie, ce roman. Presque. Oui, mais c'est la colère qui court dans tout le roman. C'est la mienne, et en fait, elle court différemment chez tous les personnages. Et ça me permet de mettre ma colère partout. Et ces différents aspects, chacun des personnages, oui, reflète une partie de la colère ou de la rage ou de je sais pas quoi. Enfin, je suis un peu fâché contre le monde tel qu'il va. Et donc oui, tout est là-dedans. Tout est dans ces personnages qui sont presque des émanations, des marionnettes, quoi. Vous écrivez « La tempête, c'est une rage que vous appelez haine pour pouvoir nous embastiller ». Plus exactement, c'est Dolores qui dit ces propos. Vous distinguez la haine de la rage. Est-ce que la rage est saine ? Plus saine que la haine, c'est sûr. Oui, je crois que la rage est saine. Ouais, c'est quoi le moteur de votre écriture ? La rage. Non, mais c'est très simple. Oui, c'est vrai que c'est plutôt de la colère. C'est le mouvement premier, le moteur pur, c'est la colère. Et après, on fait avec, et c'est bien. Ça fait beaucoup de bien. J'ai tué personne, je fais de mal à personne. Ça me permet de tout déverser là-dedans, et c'est plutôt une bonne chose. Mais oui, c'est vraiment le moteur premier. C'est un roman qui est catégorisé dans le roman noir, mais c'est plutôt du roman noir social. Est-ce que c'est une caractéristique qui correspond ? Je ne l'aurais pas, moi, caractérisé comme roman noir social. Peut-être, effectivement, il est question de... Mais en fait, le roman noir, il parle des écrasés. Le roman noir, il est par essence social, finalement. Ce que je dis, c'est que le roman noir, il est là pour décrire l'enfer qui est ici, et comment la société, elle broie les individus. Bon, il n'y a rien de plus social que ça, finalement. Donc, je crois que vraiment, par essence, le roman noir est social. Parce que, page 111, pour ceux qui ont les livres sous la main, vous avez une formule qui résume beaucoup la misère sociale, qui est aussi le terreau de ce roman, qui, à un moment donné, vous dites « Savez-vous le courage qu'il faut pour sortir du lit ?» Je trouvais ça très intéressant comme description de l'environnement urbain. Votre roman est-il une fable urbaine qui porte un cri contre l'injustice et l'oppression ? Alors, mon roman est-il une fable urbaine ? Sans doute. Ouais. Qui porte un cri contre qui essaye de... En fait, ce que j'essaye de faire, alors peut-être que j'y parviens pas, j'en sais rien, c'est pas un cri. Ce que je veux essayer, c'est de déployer quelque chose, c'est de montrer. Je suis là pour... Alors évidemment, je mets toute ma colère dedans, donc forcément ça se voit, mais c'est pas un texte militant, c'est un texte politique. C'est un texte qui veut juste montrer un aspect de la société, qui veut montrer effectivement le courage qu'il faut pour sortir du lit quand on fait des métiers à la con, j'allais dire non, qui sont des métiers dont on a vu notamment pendant le Covid, c'est pas du tout des métiers à la con, mais des métiers extrêmement durs, extrêmement mal payés, avec aucune reconnaissance sociale. Et oui, quel courage il faut, même ne serait-ce que pour se lever du lit. Enfin voilà, c'est ça que je veux, c'est déployer une image du monde, et puis si on trouve qu'elle est que ça mérite colère, soit, je suis d'accord. Je parlais de fable parce qu'en 4e de couverture, c'est aussi un terme qui a été évoqué pour résumer votre ouvrage, et je trouve que c'est assez juste dans la mesure où ça porte cette histoire avec un côté un peu rocambolesque quand même, surtout sur le final. Mais si c'est une fable, y a-t-il une morale ? Quand les extraterrestres arrivent à la fin, on s'y attend pas du tout. Pas du tout. C'est assez marrant. Pardon, excuse-moi. Donc fable, dit morale. Morale, y a-t-il ? Alors voilà, mais en fait, moi j'avais un problème avec ce terme fable parce que c'est pas un conte moral non plus. J'espère que ça n'est pas un conte moral. Je crois pas qu'il y ait de morale dans ce texte. Peut-être. Ou alors j'ai peut-être raté quelque chose. Enfin, en tout cas, je ne tiens pas à ce que ça soit un conte moral. Disons, en tout cas, pas de moralité. Aucun des personnages. Et dans ce roman qui est noir, pourtant, je trouve qu'il y a une touche d'optimiste. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai bien aimé la fin, mais est-ce qu'il y a quand même une porte d'espoir ? Alors, je vais vous faire une confidence. Le roman ne se terminait absolument pas comme ça. Ça se terminait assez mal. Faut pas raconter la fin.
Non, mais je vais pas raconter la fin. Je vais juste dire que j'ai envoyé le texte fini à mon éditeur qui m'a dit super. Si tu pouvais changer la fin, ce serait sympa. Un tout petit peu d'optimisme à la fin. Donc j'ai dit ok. Mais j'avais une fin dont j'étais assez content puisque finalement elle était. Je l'ai utilisée dans le livre. En fait, c'est une fin fantasmée par Antoine à la fin du livre. Enfin bref, j'étais assez content parce qu'elle était. Elle ne disait pas grand-chose. On les laissait comme ça dans une situation un peu suspendue. Ça me plaisait bien. J'aime pas les fins. Là, j'ai fait une fin. Alors c'est relativement optimiste. Hein. C'est pas non plus. Mais ça dépend comment on s'attache au personnage. En fait. Mais en tout cas, c'était une demande de mon éditeur et pas du tout volontaire au départ. Page 79, vous dites « J'aime la littérature qui a des choses à dire, pas seulement des histoires à raconter. » Qu'est-ce que la littérature pour vous ? Ah oui, voilà. Elle dit « Je ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader, je veux qu'il me montre où se trouvent les barreaux. » Voilà ce que dit Dolores. En gros, c'est ça. Ce que je veux, ce qui m'attire, moi, en littérature, alors c'est qu'on me montre les barreaux, en tout cas qu'on me déplie un monde que je n'ai pas vu, auquel j'ai pas eu accès, qu'on me montre un aspect de la vie que je n'avais pas saisi. Enfin voilà, j'attends ça de la littérature. Et puis j'attends aussi et surtout et avant tout, je dois dire, une langue. Ça c'est vraiment le truc qui moi me porte absolument quand je lis. Enfin mon rapport à la littérature, c'est d'abord un rapport à la langue. C'est d'abord voilà il faut que l'auteur réfléchisse sa langue. Je pense que c'est quand même le premier geste de l'écrivain, il est là. Et pour écrire, comment travaillez-vous pour peaufiner, trouver l'orientation, l'axe, le style, ce qui justement identifie votre langue, parce qu'il y a quand même beaucoup de cynisme aussi, mais une tournure. Comment travaillez-vous cette écriture ? C'est naturel, je peux rien, c'est comme ça. Non, en plus c'est un peu vrai, c'est-à-dire que ça vous ressemble tellement que ça. Ouais, disons que j'ai une façon de travailler qui est assez bizarre, c'est-à-dire que je pars d'une idée complètement abstraite, vraiment abstraite. Hein, c'est qu'est-ce que le monde capitaliste fait au corps. C'est tout. Ça part de là. Et puis à partir de là, il y a des petites bribes de phrases qui viennent. Et en fait. Ça commence comme ça, et c'est des phrases qui viennent toutes seules, qui finalement se font bout à bout. Puis au bout d'un moment, je commence à me dire, bon, à partir de ça, je peux raconter telle histoire. Il se trouve que l'histoire de Dolores l'avait déjà en tête depuis très longtemps, et cette idée-là est venue se greffer. Et en fait, ça vient vraiment comme ça, et je retouche pas beaucoup mon écriture, parce que, enfin, elle est à prendre ou à laisser, je crois. C'est-à-dire que soit on adhère pas du tout, et je conçois très bien, mais j'aurais peur en la retouchant de la faire dire. Donc, c'est les phrases qui viennent, que je note, j'ai un petit carnet qui est là-bas, je note, ou je fais mon footing, et puis c'est des idées qui viennent, et c'est super. Je les note, et après, j'assemble tout ça, mais avec assez peu de retravail. Je me pose pas la question du rythme. Je sais qu'il y a des auteurs qui se lisent à voix haute, qui font des trucs. Enfin, vraiment. Moi, je pense que je dois être trop feignant aussi pour ça. Mais donc, à la marge, un adjectif, une virgule, ça peut changer évidemment. Hein, mais en plus, je suis pas du tout arrêté. C'est-à-dire quand mon éditeur me dit cette phrase elle est nulle ou ce terme il est mauvais, je l'enlève. Je tiens jamais à rien. Donc c'est pas le problème. C'est vraiment que ça sort comme ça. Je pense que ça c'est lié aussi au moteur colérique, quoi. Enfin c'est lié au moteur de la rage, sans doute. Donc ça vient d'abord d'une idée, et après l'histoire se construit autour de cette idée. Et le personnage de Dolores, il s'est construit à partir de quelle référence Alors Dolores, j'ai rencontré, enfin j'ai pas rencontré, mais j'ai entendu parler de ce personnage qui est une séparatiste basque de l'ETA qu'on appelait la Tigresse, dont j'ai oublié le nom, qui avait un nom basque, donc compliqué, et qui avait donc pour particularité de séduire les cibles, les types qu'elle abattait. Et donc on m'a raconté ça, je me suis dit mais voilà, j'ai vraiment là un personnage emblématique, parfait, quoi. Et c'est parti de là. Alors
je me suis absolument pas renseigné sur cette tigresse parce que c'était pas le propos du. C'était pas le propos. Puis j'aurais été prisonnier en fait. Je pense que si on verse comme ça dans un personnage tel que celui-là, on est forcément happé. Je n'aurais pas pu faire autre chose que raconter la vie de cette tigresse. Or, c'était pas du tout mon propos au départ. Alors, avez-vous déjà eu, on termine l'interview, une idée de votre prochain livre? Une envie, pareil, une idée qui est venue bousculer? Les 2 prochains sont programmés. Voilà. Incroyable. Donc, il y a un livre qui va s'insérer dans un projet collectif avec d'autres auteurs que vous connaissez sans doute, Mathias Sénard, Alice de Kerangal, Jérôme Ferrari et quelques autres, Mathieu Larnaudie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin bref. Est-ce que c'est issu du groupe L'Inculte? En fait, voilà, c'est une espèce de projet du collectif Inculte, enfin de Feu, le collectif Inculte, qui n'existe plus vraiment, mais on avait envie pour les 20 ans du collectif de faire quelque chose. Et donc, ça va être un assez gros projet, assez chouette. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai par ailleurs un autre texte très personnel qui sera aussi de toute façon de roman noir. Tout ça va être très ancré dans un paysage rural que maintenant je connais bien depuis 2 ans. J'ai une petite maison dans Lyon et ça a été une espèce, moi qui suis vraiment un urbain, qui est grandi à Paris, et qui vit à Montreuil. Enfin, il y a eu une espèce de choc culturel qui était super intéressant. Et donc mes 2 prochains livres seront situés à cet endroit-là. Alors Dolores dit qu'elle ne demande pas à un écrivain de m'aider à m'évader. Bon, en fait, l'écrivain, il fait ce qu'il veut, si elle l'évade ou pas, hein, chacun son histoire. Alexandre Civico, merci pour vos réponses. Merci à vous. Et merci de nous avoir montré où se trouvent les barreaux. Merci.